Fake News de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat réalisé à domicile pour cause de confinement. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Alors dans ce 292e numéro d'Immédiat, nous verrons d'abord que l'appel à la prière musulmane a retenti à Lyon et à Montpellier sous couvert de solidarité durant l'épidémie, un événement peu commenté par les médias. Covid-19, croisade médiatique contre la chloroquine. La chloroquine et le professeur Raoult continuent d'agiter les débats médiatiques. Les journalistes ont-ils décidé de lancer une campagne contre la chloroquine? La réponse dans ce Immédiat. Dans la revue de presse de la semaine, nous verrons notamment que l'invasion de l'Europe continue pendant la crise sanitaire, couverte et même promue par les médias. Les médias et le complotisme autorisé. Cette semaine, on a pu voir que les médias attaquaient les personnes évoquant la possibilité d'un virus créé en laboratoire, tout en remettant en doute la version officielle du nombre de morts en Chine. Immédiat numéro 292, c'est parti. Et pour commencer cette émission, c'est l'image de la semaine. Et l'image de la semaine, c'est cet appel à la prière islamique à Lyon et à Montpellier. C'est pas vraiment l'image de la semaine, là c'est le son de la semaine, c'est le cri du muezzin qui au fond s'étend sur ce qu'il considère comme une terre en train de devenir musulmane. Et on voit très bien la progression progressive, si je puis dire, cette espèce de taquilla qui permet d'avancer ses pions les uns à la suite des autres. Alors on commence à construire des mosquées, puis après on dit bah oui mais les mosquées ce serait bien avec un minaret, mais le minaret on va pas l'utiliser pour l'appel à la prière. Et puis on saisit une occasion, un prétexte sanitaire, on va dire, un prétexte de solidarité pour faire l'appel à la prière. Alors au départ on commence à Lyon et puis on continue à Montpellier. C'est une première étape qu'on verra probablement se renouveler quand il y aura le ramadan d'ici quelques semaines. Ce qui est significatif d'ailleurs dans l'affaire, c'est que les médias n'ont absolument pas réagi. Peu d'hommes politiques aussi, à ma connaissance, ont réagi. Je ne sais même pas s'il y en a qui ont réagi. Donc, voilà, pendant l'épidémie, ou grâce à l'épidémie, ou grâce au Covid-19, l'islamisation continue et progresse. Alors Jean-Yves, il y a quand même quelques journalistes qui en ont parlé, de réinformation, valeurs actuelles, etc. Mais aussi un journaliste, Éric Zemmour. C'est une preuve que là, on a un territoire islamisé à Montpellier et à Lyon, où les gens s'autorisent à faire appeler à la prière comme dans un pays musulman. C'est assez sidérant, c'est une espèce de sécession religieuse et comment dire, vocale. Heureusement qu'il y a CNews et leurs actuels pour arriver à briser le silence, l'omerta médiatique sur des sujets quand même très importants. Alors passons au premier sujet, Covid-19, croisade médiatique contre la chloroquine. La chloroquine n'en finit pas de défrayer l'actualité médiatique, bien aidé par la personnalité de celui qui la promeut en France, le docteur Raoult, le professeur Raoult. On a pu assister, selon certains observateurs, à ce qui pourrait ressembler à une campagne médiatique contre la chloroquine. On va étudier ça tout de suite. On va commencer par cet article du Monde. Coronavirus, comment le professeur Didier Raoult est devenu une figure centrale des théories complotistes. Donc déjà, ça commence
Ça commence très fort. Et dans cet article, on peut par exemple lire plutôt que de se plonger dans les détails des réserves médicales portant sur le protocole de soins suivi par M. Raoult, dont les premiers résultats sont loin de faire l'unanimité dans la communauté scientifique, une explication toute trouvée a surgi dans les espaces de discussion en ligne les plus radicaux, celle d'un complot de l'industrie pharmaceutique, le fameux Big Pharma. Et on lit également dans l'article du Monde une attaque contre Gilbert Collard qui reprend plusieurs éléments clés des théories conspirationnistes sans jamais les formuler explicitement. Dans son analyse du texte pour le site Conspiracy Watch, l'historienne Valérie Higounet explique que le député européen RN use ici d'une rhétorique conspirationniste bien connue consistant à souligner des coïncidences prétendument troublantes. Voilà pour l'article du Monde, Jean-Yves. Alors l'article du Monde, il donne le ton, il donne la tendance, donc il annonce qu'il va falloir mener dans les médias une campagne contre ce médicament qui existe d'ailleurs depuis près d'un siècle, en tout cas depuis 70 ou 80 ans. Bon, alors c'est tout de même assez étrange, et puis on voit l'abus de l'argument d'autorité. J'en citerai deux. On nous dit la communauté scientifique. Mais la communauté scientifique, elle est extrêmement divisée, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de médecins ou de chefs de service qui sont plutôt contre ce protocole médical. Il y en a d'autres qui sont pour. Le chef du service de Garches, le chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou. Enfin, bon, donc la communauté scientifique, eh ben, il n'y a pas du tout il y a tout sauf un consensus. Bon, voilà. Et donc, on ne voit pas pourquoi les médias ou le monde prendraient plutôt parti dans un sens que dans un autre. Je crois que dans ce domaine, il faut faire preuve d'une certaine modestie, d'une certaine prudence. Et puis, alors, on nous dit, alors ça, c'est encore plus fort, l'historienne Valérie Higounet. L'historienne Valérie Higounet, elle n'est pas plus historienne que vous et moi. Par contre, elle est beaucoup plus militante d'extrême gauche et militante politiquement correcte que vous et moi. Mais ça, on ne nous le dit pas. C'est l'historienne. Alors là, respect, l'historienne. Voilà. Voilà, c'est le Monde qui lance la tendance, et puis après, on va avoir tous les médias audiovisuels qui vont reprendre le tempo. Et justement, cet article du Monde, il a été notamment souligné par Martial Bilt, directeur de TV Liberté. Le Monde continue sa sale besogne. Je ne sais pas si ce professeur aura finalement raison, mais la volonté de le déconsidérer puis de diaboliser est inouïe. Donc, effectivement, il y a une volonté de le diaboliser, là, clairement. Ça, c'est très intéressant quand même, parce que la diabolisation, c'est un sujet qu'on aborde souvent. Mais là, c'est pas de la diabolisation d'une idéologie, c'est pas la diabolisation d'un courant politique, c'est la diabolisation d'un professeur de médecine et la diabolisation d'un médicament. C'est quand même une avancée, c'est une avancée dans la bataille de la diabolisation, ça quand même. Avec les médias, on n'est jamais déçu. Hein. Alors, autre média qui ne déçoit pas dans cette campagne, eh bien, c'est Paris Match, qui va d'une une sur le professeur Raoult et qui publie un portrait alors, assez ambivalent, soulignant à la fois son expertise d'un côté et de l'autre côté sa mégalomanie, clairement. Donc, il y a Paris Match qui est là-dedans. Le Point, lui aussi, n'hésite pas à attaquer indirectement Raoult en donnant la parole au professeur Lescure, qui déclare que l'étude du professeur Raoult est une honte scientifique. Il dit notamment « Je suis très affecté par la polémique sur la chloroquine. L'étude pilote présentée par le professeur Raoult est méthodologiquement délirante. C'est une honte scientifique. Un chercheur peut avoir des convictions, mais pas de certitude. » Et puis, de nombreux médias ont évoqué des décès dus à la chloroquine. Par exemple, Le Point, des décès suspects confirmés après usage de chloroquine. Nouveau rebondissement dans la controverse planétaire autour de la chloroquine, écrivent les journalistes. Le pharmacien d'un grand CHU français a lancé l'alerte. Des cas de patients positifs au Covid-19 présentent sous hydroxychloroquine des troubles du rythme cardiaque, des arrêts cardiaques. Certains de ces arrêts se révèlent fatals. Ces cas sont en cours d'évaluation, a indiqué au Point ce pharmacien. L'Obs a également évoqué ces décès. En France, des essais sur l'hydroxychloroquine sont menés par le controversé professeur Raoult. Nombre de scientifiques pointent les limites de ces études car elles n'ont pas été menées selon les protocoles scientifiques standards. Voilà pour la partie chloroquine, Jean-Yves. Oui, alors bon, c'est exact que la première étude du professeur Raoult peut certainement poser des questions en termes de méthodologie, mais ce que l'argument, c'est qu'il n'y a pas une bonne comparaison avec une population équivalente qui ne serait pas traitée par le même médicament. Mais dans le même temps, là c'est très macronien, le Point prend quelques cas isolés de malades du Covid
qui auraient pris de la chloroquine et qui auraient eu des problèmes cardiaques, mais il n'y a pas de population non plus de comparaison pour savoir s'ils n'auraient pas eu les mêmes problèmes cardiaques sans le médicament. Donc c'est dans un cas, on dit l'étude n'est pas assez établie parce qu'il n'y a pas de population de comparaison, et dans l'autre, on met quelques cas en évidence. Évidemment, il y a maintenant plus de 10 000 personnes qui sont en soins intensifs pour le Covid. Peut-être qu'il y en a qui ont des soucis cardiaques, c'est sûr, et peut-être qu'il y en a parmi ceux-là qui ont pris ce médicament. Mais ce n'est pas non plus une preuve. C'est-à-dire que dans un cas, on demande une preuve méthodologique et dans l'autre, on balance des informations prises un peu parce qu'elles arrangent. Alors, autre aspect de cette campagne médiatique, outre les articles de presse qu'on a pu voir, eh bien c'est la déclaration des journalistes et des éditorialistes. Et on a eu un exemple frappant de déclaration, celle de Daniel Cohn-Bendit. Qui ferme sa gueule et qui soit médecin, mais qu'il arrête partout de dire « je suis un génie ». Ah mais dites-moi, Cohn-Bendit, il est en grande forme là. Mais alors, je suis surpris, je le découvre infectiologue alors que je le croyais pédiatre. Mais bon, il a changé de spécialité apparemment. Ouais, il était virulent plutôt que virologue, effectivement. Là, il a perdu complètement son calme, donc c'est assez incroyable. Alors, pour nuancer quand même, voilà cette prise de parole de Pascal Praud sur CNews. S'il n'y a pas d'effets secondaires, si c'est pas toxique, au pire, ça ne fera rien sur moi, mais au mieux, ça peut me guérir. C'est qu'il n'y a pas de groupe témoin à côté. Mais j'en ai rien à faire qu'il n'y ait pas de groupe témoin. Si je suis patient... Il y a aussi des personnes, j'entends bien, je suis d'accord avec cet argument. Si vous êtes d'accord. Si ça soigne, oui, mais on ne peut pas totalement s'exonérer de la manière dont normalement c'est installé pour dire que ça marche. Est-ce qu'on peut trouver une position médiane? C'est quasiment impossible. C'est ou tu prends ou tu prends pas. Non, il y a quand même une chose. Si tu es patient, moi je dis toujours, si vous êtes patient, vous, posez-vous la question, vous. Il pose la question, vous êtes patient, vous prenez ou vous prenez pas. C'est le choix individuel, c'est la liberté individuelle, c'est quand même une vraie question. Oui, effectivement. La question se pose, on le verra, elle se pose même pour des experts. Justement, les experts ont aussi leur rôle dans le débat autour de la chloroquine. Et il y a une personne, Jean-Yves, qui nourrit un petit peu les arguments sur l'existence d'une campagne médiatique. C'est Karine Lacombe, spécialiste de la question, mais qui est effectivement beaucoup promue par les médias. Karine Lacombe, en fait, elle nourrit ce que les médias appellent le complotisme. Pourquoi ? Parce que voilà une femme qui est effectivement infectiologue, donc spécialiste de ce type de maladie, mais qui a aussi comme caractéristique d'être proche du pouvoir, puisqu'on la voit participer à des conférences de presse avec le Premier ministre, d'être absolument dans tous les médias, y compris aux 20h, ce qui n'est quand même pas à la portée de... Aux 13h. 13h, oui, merci de la correction sur TF1. Et puis, évidemment, il lui est reproché d'être lié avec Big Pharma, puisqu'elle a des contrats avec deux grandes firmes qui produisent deux grandes firmes américaines qui produisent des antivirus. Bon, ce qui n'est pas non plus un argument totalement décisif, parce que tous les professeurs de médecine, par nature, ils ont des relations avec des laboratoires pharmaceutiques. Donc. Mais l'ensemble, si vous voulez, relations avec des labos américains, omniprésence médiatique, présence dans les allées du pouvoir, fait qu'effectivement, ça nourrit un petit peu la suspicion, d'autant plus qu'elle intervient de manière, on peut dire, assez militante. Voilà. Ouais, après, sa mise en avant, elle est peut-être aussi due au fait que c'est l'une des rares femmes spécialistes de cette question-là, et donc elle est peut-être promue aussi par féminisme, par les médias. Il y a plusieurs explications quand même sur cette promotion. Oui, ça peut aussi expliquer que le Premier ministre, qui est quand même essentiellement soucieux de communication, comme Macron, plus que de régler les problèmes, ait fait appel à elle dans la conférence de presse. Voilà, c'est pas idiot en termes d'image et en termes de contenu. Mais là, on est dans la communication, là. Alors, sur CNews, Elisabeth Lévy a posé une bonne question à un expert, le professeur Bouchot.
Dans le fond, l'histoire de la médecine, elle est tout de même aussi pleine, l'histoire de la science, de gens qui n'ont pas absolument appliqué les règles. Je pense à la pénicilline testée sur les soldats américains, on peut penser à Pasteur, vous en connaissez certainement bien plus que moi. Donc dans le fond, est-ce que pour vous, il y a des cas d'urgence où on doit un peu s'affranchir, je parle des règles de la méthodologie scientifique, des études avec groupe test, etc. Oui, mais il existe aussi beaucoup dans l'histoire de la médecine de l'empirisme qui a conduit à des catastrophes. Et donc, je pense comme toujours qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation et qu'on peut aller très vite dans de la recherche de bonne qualité sans brûler toutes les étapes. Peut-être que ce médicament-là a un impact. Le bon sens veut quand même que s'il y a un impact, s'il y a un effet réel, il est quand même pas, encore une fois, époustouflant, parce que s'il y avait un effet époustouflant, je crois vraiment qu'on le saurait maintenant. Mais peut-être qu'il a une indication dans certaines niches, dans certaines indications bien précises, sauf qu'on n'a pas les moyens de répondre à cette question-là actuellement. Et dans l'émission C'est à vous, eh bien, le professeur Deray évoque une limite importante aux travaux de Raoult. À quoi pensiez-vous quand vous parliez de débats douloureux? À l'expérience de Marseille? Oui, je pense à l'expérience de Marseille qui, quelle que soit l'efficacité de ce médicament, que j'espère comme tout le monde, génère une fracture dans la société qui me sidère. La science, la médecine, les indications thérapeutiques ne sont plus décidées par des articles publiés dans des revues avec des experts, elles sont décidées sur Facebook et Twitter. Il faut savoir que lorsqu'on nous dit « oui, mais c'est une période spéciale de guerre, il faut faire vite », mais qui a dit qu'il ne fallait pas faire vite? On pouvait faire les mêmes études, très vite, dans les mêmes délais, avec un vrai résultat. Quand on nous dit « il ne faut pas mettre de gens sous placebo dans cette période », c'est pas bien, c'est pas éthique. Je pense exactement le contraire. Parce que on ne sait pas si ça marche. Je vous rappelle que la chloroquine, efficace dans un tube sur le chikungunya, aggrave chez l'homme les symptômes du chikungunya. Je ne sais pas, moi, si ce traitement est efficace ou s'il va aggraver. Et pour 20 à 30 personnes qu'on aurait mis sous placebo, on aurait la réponse, on en aurait sauvé des millions d'autres. Oh, c'est un peu approximatif, parce que pour le moment, on ne peut pas sauver des millions de personnes, parce qu'il n'y a pas encore des millions de personnes qui sont touchées. Bon, après, objectivement, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas? Bon, il peut y avoir doute. Si c'était vraiment très nocif, je crois qu'on verrait les résultats à Marseille, avec un taux de mortalité plus élevé à Marseille. Or, il semblerait que c'est plutôt le cas inverse. Bon, maintenant, tous ces chiffres, toutes ces statistiques sont très difficiles à interpréter, mais on n'a pas l'impression qu'il y a une surmortalité à Marseille, en tout cas. Alors, pas de surmortalité, mais en tout cas, pour Eric Combe, le professeur parisien, eh bien, il n'y a pas non plus d'effet spectaculaire, voire même notable de la chloroquine. C'est ce qu'il disait ce matin même au micro d'Apolline de Malherbe. On a pas mal utilisé l'hydroxychloroquine dans mon service parce que c'était un des espoirs et qu'il n'y avait aucune raison de ne pas en faire profiter les malades. On n'a pas l'impression d'une efficacité, en tout cas, spectaculaire, clairement. C'est pas spectaculaire, en tout cas de manière immédiate. C'est même probablement pas efficace. Pas efficace. Probablement pas. Alors Jean-Yves, que penser de ces avis d'experts et même de manière générale de cette campagne contre la chloroquine? Est-ce qu'elle est justifiée ou pas finalement? Bah, si vous voulez, ce qui est étonnant, c'est cette campagne médiatique contre ce produit, alors que manifestement les experts sont divisés, qu'on ne sait pas d'ailleurs quand on dit ça marche pas. On ne sait pas si c'est dans une phase très avancée de la maladie, auquel cas manifestement ça ne marche pas, ou dans une phase débutante de la maladie, auquel cas on a tendance à penser que ça marche, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sans traitement s'en tirent tout à fait bien. Bon, moi j'observe qu'il y a quand même plus de partage dans le milieu médical et même scientifique que dans les médias, où là on a une campagne médiatique anti-chloroquine, alors que les avis sont quand même un peu plus partagés. Il y a eu une déclaration, on va dire, ambiguë, modérée de l'Académie de médecine. Il y a l'Ordre régional de médecins de Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a soutenu le protocole de Raoult. Il y a une étude chinoise appliquant, semble-t-il, les standards méthodologiques qu'on réclame, qui montre une certaine efficacité, pas miraculeuse, mais une certaine efficacité, sur 62 cas, donc ça reste modeste, mais avec 31 cas traités, 31 cas non traités et comparables.
Bon, il y a l'hôpital de la Timone qui appartient à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, qui a fait une étude sur le bon usage du produit, qui vient plutôt en appui des travaux de Raoult. Bon, donc il y a un vrai débat et les médias ont pris clairement position dans un sens plutôt que dans un autre. Honnêtement, la vraie question, c'est vous avez la maladie, vous avez un proche qui a la maladie, vous prenez ou vous prenez pas, vous discutez avec le médecin qui vous soigne, vous prenez pas. Ça correspond un peu à ce qu'était le serment d'Hippocrate, c'est-à-dire au fond un dialogue entre le médecin et le patient. On va peut-être en revenir à ça. Et de ce point de vue-là, qu'il y ait eu un débat sur Facebook ou sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, c'est pas plus choquant que le débat sur les médias, les grands médias, qui nous ont quand même beaucoup désinformés jusqu'ici. On comprend qu'il y a un petit doute sur ce qu'ils racontent maintenant. Alors pour conclure cette partie, pour finir sur une note positive et qui fait écho à ce que vous dites sur la vraie question finalement, c'est est-ce que si ça nous arrive, on en prend ou pas. Sur LCI, David Pujadas a demandé justement à un chef des urgences qui se montrait pas réfractaire, mais plutôt prudent sur la chloroquine, si il en donnerait à un de ses proches s'il était malade. Donc là, prudemment, il répond qu'il ne sait pas. Et David Pujadas lui demande « Et si vous étiez malade, est-ce que vous en prendriez ?» Et le médecin répond « Je vais vous faire une confidence, j'en ai pris. » Donc du coup, on voit qu'effectivement, la vraie question qui se pose, c'est celle-là. Maintenant, on va attendre les résultats des études définitives qui vont avoir lieu, à la fois menées par le CHU d'Angers et un groupement de CHU de l'Ouest de la France, et puis par d'autres études qui vont arriver et qui vont confirmer ou infirmer la réussite de la chloroquine. En attendant, nous, on va passer à la revue de presse. Pendant la crise du coronavirus, eh bien, l'immigration extra-européenne continue d'affluer en Europe et on voit que malgré l'épidémie de Covid-19, c'est France Info qui nous l'apprend, une ONG annonce la reprise imminente des opérations de secours de migrants en Méditerranée, Jean-Yves. Oui, et le bateau a un nom bien choisi, puisqu'il s'appelle Alan Kurdi, du nom de ce petit enfant qui avait été retrouvé mort sur une plage turque et qui avait été à l'origine d'une campagne quasiment mondiale en faveur du passage des clandestins en Europe. C'était en 2015. Et justement, Jean-Yves, par rapport à cette affaire d'Alan, on a appris récemment que Alan Kurdi aurait été victime d'un homicide involontaire par deux personnes qui ont été condamnées par la justice turque. Oui, alors c'est quelque chose dont les médias français ont peu parlé. Il y a eu quelques articles assez rares dans les médias allemands. Les médias français n'en ont quasiment pas parlé. Et il y aura un vrai travail de réinformation à faire pour avoir des éléments un peu précis, sans doute qui doivent se trouver dans la presse turque, j'imagine, sur les motifs exacts de condamnation de ces passeurs, homicide volontaire, homicide involontaire, je ne sais pas. Mais on manque un peu d'informations sur ce sujet. C'est un sujet qui sera à creuser. Il ne faut évidemment pas compter sur les grands médias français, enfin les grands médias avec des guillemets, les médias mainstream français pour traiter cela. Alors, autre empressement médiatique qui avait marqué l'histoire médiatique plus récente, hein, évidemment, c'est cet attentat en Allemagne qui avait fait plusieurs morts à Hanau. Et les enquêteurs allemands ont conclu, à contrario des médias, notamment français, qui ont sauté sur l'occasion d'attribuer cet attentat à l'extrême droite raciste, n'est-ce pas? Eh bien, les enquêteurs allemands ont conclu que le motif de l'assaillant n'était pas le racisme, mais plutôt une paranoïa, couplée à une croyance aux théories du complot, Jean-Yves. Oui, alors la police criminelle allemande ne confirme pas du tout ce qui avait été dit au moment de l'attentat. En tout cas, ce gars-là, ce criminel, n'avait absolument aucun lien avec quelque groupe que ce soit de l'extrême droite allemande et encore moins avec le parti anti-immigration AfD. Et pourtant, au moment de l'attentat, il avait été demandé par un certain nombre d'hommes politiques et de médias
de placer sous le contrôle des services secrets ce parti qui se présente à des élections, ce parti démocratique. Et d'ailleurs, c'est le cas pour certaines fédérations régionales de ce parti qui sont maintenant placées sous contrôle du service de police politique allemand. Eh bien, au fond, un mensonge, un bobard, a permis de faire reculer les libertés. C'est un peu toujours la même méthode, le politiquement correct. C'est un haut-parleur d'émotions monté sur un mensonge. Alors, retour en France avec cette prise de conscience assez étonnante, mais bienvenue, de M. Langlais sur les frontières. On a tardé à fermer les frontières pour des raisons idéologiques. C'est absurde, hein, parce que... Pardon. Il fallait être pragmatique. Mais le confinement, qu'est-ce que c'est sinon une frontière, hein? Pourquoi la frontière serait-elle bonne autour d'un foyer familial et mauvaise dans un pays? Alors là, ça m'échappe. Et là, je pense que l'idéologie d'un espace sans frontières nous a été préjudiciable. Beaucoup de lucidité, beaucoup de clarté. Bon, ça aurait peut-être pu arriver un peu plus vite, mais c'est bien que ça arrive maintenant. Autre actualité médiatique de la semaine, c'est tout récent. Dans une émission d'Europe 1, animée par Philippe Vandel, eh bien, on a un aveu, celui du mensonge sur les masques. Vous disiez vous-même qu'on avait fait croire que les masques ne servaient pas à grand-chose parce qu'on était en pénurie de masques. Donc là, on a rassuré en donnant une fausse information. À l'époque, on a priorisé. C'est-à-dire que comme effectivement, on n'avait pas assez de masques, là-dessus, on ne peut pas dire le contraire, on a tout fait pour les réserver à ceux qui en avaient le plus besoin, c'est-à-dire le personnel soignant. Donc effectivement, parce que la population ne se rue pas dans les pharmacies pour acheter des masques. Donc c'était un mensonge qui était difficile à... On a menti sciemment, en gros. On a menti sciemment. Sciemment, mais parce qu'il n'y avait pas tellement d'autres solutions, et c'était pour une bonne cause, puisque c'était pour le personnel soignant, c'était pour protéger en l'occurrence la population et le personnel soignant. Oui, alors Marina Carré-Dancos, c'est un généralisme, enfin qui est un généraliste qui fait surtout de la médecine à la télévision ou à la radio, comme Michel Simès, avec qui elle est d'ailleurs liée par le travail. C'est un peu un Simès en jupon, et qui nous avoue benoîtement, on a menti, oui, on a menti, mais c'était pour la bonne cause, c'était pour le bien. Mais oui, le bobard, c'est toujours pour le bien. Après, ces gens-là s'étonnent que les médias ne soient pas crus, et quand les médias ne sont pas crus, ils disent « Ah là là, c'est vilain, c'est complotiste ». Ben oui, mais il y a quand même quelques bonnes raisons de ne pas les croire. Alors passons à cette intervention de Patrick Cohen sur la gilet jaunisation du public sur la question du coronavirus. En quelques jours, la perte de confiance à l'égard du président, du gouvernement, des politiques, des médias et de toute parole officielle est importante, brutale. Les derniers sondages le montrent, mais pas seulement. La pénurie de masques est vécue comme un scandale par les soignants et les salariés exposés. LR a déjà promis une commission d'enquête. Des élus se défient ouvertement des autorités de santé. 4 syndicats de médecins et d'infirmiers ont saisi le Conseil d'État pour réclamer des masques et de la chloroquine. Sur les réseaux sociaux qui comptent maintenant, comme chacun sait, des millions d'infectiologues et d'épidémiologistes, flambés de hashtags « il savait » et « on n'oubliera pas ». Il y a là un début de gilet jaunisation de cette crise pour laquelle le président, le gouvernement, par leurs erreurs ou leurs mensonges, ont une part de responsabilité. Ah mais il n'est pas mauvais là, notre ami Patrick Cohen, parce que bon, la gilet jaunisation, c'est pas si mal vu, et il explique quand même que la méfiance vis-à-vis du gouvernement et des médias est quand même un petit peu justifiée, puisqu'on a raconté des salades aux gens, il faut dire les choses. Donc après, les gens n'y croient plus, c'est assez normal, mais c'est bien vu. Alors, pas de remise en question pour un autre éditorialiste, puisque Duhamel reste fidèle au poste. Ça n'est pas le moment de vouloir commencer des procès et a fortiori, comme le fait Marine Le Pen, de vouloir à tout prix incarner le visage de la discorde. On n'a pas besoin de discorde en ce moment, on a besoin d'unité. Et tout le monde le sait. Et ceux qui ne le respectent pas, ce besoin d'unité, c'est qu'ils font de la politique politicienne. C'est pas du tout que ce sont des purs et des angéliques. Ce sont au contraire des cyniques qui essayent de profiter des circonstances pour améliorer leur image qui, par ailleurs, Dieu merci, ne s'améliore pas. Ah, il est en forme aussi, là, notre ami Duhamel. Bon, alors, en fait, ce qu'il ne comprend pas bien, c'est que dans une démocratie pluraliste, c'est le rôle de l'opposition ou des oppositions de critiquer le pouvoir. C'est leur fonction, c'est leur devoir. Il y a un cas où ça cesse d'être comme cela, c'est quand il y a des gouvernements d'union nationale. Bon, effectivement, on pourrait dire qu'il faut l'union nationale, mais alors à ce moment-là, il faudrait faire rentrer
M. Mélenchon et Mme Le Pen dans le gouvernement, je ne suis pas absolument certain que M. Duhamel soit très favorable à cette solution. À partir du moment où il n'y a pas d'union nationale, mais il est normal que l'opposition critique, d'autant plus qu'en l'occurrence, là, il y a quand même de la matière. C'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Alors passons au deuxième sujet, les médias et le complotisme autorisé. Alors Jean-Yves, il y a le bon et le mauvais complotisme, hein. C'est un petit peu technique la différence, mais en fait tout le monde va bien comprendre à la fin de ce sujet normalement. Tout d'abord, le bon complotisme, c'est celui promu par les médias récemment, c'est-à-dire la remise en cause des chiffres officiels des décès à Wuhan par le coronavirus. On a par exemple Le Figaro qui titre à Wuhan ces urnes funéraires qui font douter du nombre officiel de décès. Cette ruée vers les urnes funéraires alimente les doutes sur la sincérité du bilan officiel. 2535 personnes sont mortes, mais selon l'enquête, ces chiffres sont loin de la réalité. Dans la population, quasiment personne ne croit les chiffres officiels, indique le site Radio Free Asia. Et puis l'Obs, pareil, évoque de sérieux doutes sur le nombre officiel de morts du coronavirus, en déclarant, selon Bloomberg, les images postées sur les réseaux sociaux remettent en question le nombre officiel de morts, même en tenant compte des décès qui ne seraient pas liés au coronavirus. Et les journalistes poursuivent, le doute est d'autant plus grand que le recoupement des chiffres est rendu impossible, la Chine ayant pris soin de museler toute source d'informations indépendante. D'autres indices confirment les doutes, explique Karine Lacombe. Il y a aussi des résiliations massives de dizaines de milliers de lignes. Effectivement, on peut tout à fait s'interroger. Oui, alors, au fond, il est tout à fait légitime de s'interroger sur le nombre des morts en Chine, et c'est vrai qu'il paraît extrêmement faible. 3000 morts paraissent très faibles, alors qu'on sait qu'ils ont employé des mesures extrêmement massives pour arrêter l'épidémie, et qu'il y a eu malgré ça un débordement dans les hôpitaux, puisqu'ils ont été obligés de construire rapidement 1 millier de places supplémentaires. Donc, ce qui est un peu étonnant, c'est que le doute n'arrive que maintenant. Voilà. Ce qui est un peu étonnant aussi, c'est que Karine Lacombe, qu'on voyait spécialiste de chloroquine, maintenant est spécialiste de lignes téléphoniques en Chine, puisqu'elle nous annonce qu'il y a eu des résiliations importantes. Faudrait savoir quelle est la source d'ailleurs de ce point de vue sur le nombre de lignes téléphoniques qui ont été résiliées en Chine. Ce qui est assez curieux quand même, c'est que les grands services occidentaux, quand même des services de renseignement, en France, aux États-Unis, ne se soient pas posé la question plus tôt. Maintenant, là, il y a une campagne qui vise en fait à dédouaner les gouvernements de leur inaction au mois de janvier, au mois de février et au mois de mars. Alors, ce qui est intéressant... Mais c'est peut-être fondé, hein, attention. Hein. Ce qui est intéressant sur cette mise en avant de Karine Lacombe, c'est que là, elle propose une explication clairement qu'on peut définir comme complotiste, en parlant mais pas dans un sens péjoratif ou amélioratif, juste au regard des... même révisionniste, puisque ça consiste à changer les chiffres officiels. Oui, bah, comme les médias ont cette ligne-là. Mais Karine Lacombe, là où c'est intéressant, c'est vraiment qu'elle dit quelque chose qui n'est absolument pas sourcé, qui est en fait quelque chose qu'on a vu passer sur les réseaux, mais dont on n'a pas la confirmation véritable. Et malgré tout, elle est là pour le dire et personne lui coupe la parole et l'Obs retranscrit cette information comme s'il était vérifié, alors que c'est du complotisme pur selon leur définition à eux. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, vous en parliez, Jean-Yves, eh bien, c'est que on sent qu'il y a quand même une ligne des journalistes qui est la défense du gouvernement. Et eh bien, on va le voir avec cette intervention de Patrick Cohen, qu'on sent très remonter contre la Chine, peut-être pour cette raison, justement. C'est le bilan sanitaire qui interroge. 3000 morts, 3 fois moins qu'en Italie, même avec des mesures de confinement drastiques, cela paraît miraculeux. Et c'est bien ce bilan minoré qui a puissamment contribué à retarder la prise de conscience globale. On le répète, comment imaginer à la mi-février qu'une épidémie qui fait 1500 morts et ne touche que 50 000 personnes, chiffre officiel, dans un pays d'1,3 milliard d'habitants, puisse quelques semaines plus tard se répandre aux 4 coins de la planète et paralyser la moitié de l'humanité. Ce qu'il dit est assez frappé au coin du bon sens, mais on savait dès le mois de février qu'il y avait quelque chose d'anormal entre les chiffres et ce qui se passait.
Et franchement, les gouvernements auraient dû, à minima, se poser la question. Ils avaient sans doute des moyens de savoir un peu plus. Bon, là, on est en plein complotisme, hein, puisqu'on affirme les Chinois nous ont menti, c'est pas les vrais chiffres, et puis les lignes téléphoniques ont été annulées, enfin tout ça. C'est peut-être tout à fait juste d'ailleurs, mais là, c'est bien de le dire parce que ça sert quand même plutôt le gouvernement. Il faut dire d'ailleurs là-dessus que le gouvernement américain est sur la même ligne, puisque je crois que la CIA a publié un rapport, ce qui n'est pas non plus une preuve absolue de vérité, mais pas forcément non plus une preuve absolue de mensonge, comme quoi les Chinois avaient un peu trafiqué les chiffres. Alors on a donc vu ce que c'était le bon complotisme, hein, clairement, concrètement quand ça permet de défendre Emmanuel Macron. Maintenant on va voir ce que c'est le mauvais complotisme, puisque cette semaine, eh bien, les médias ont pointé du doigt les Français qui pensaient que le coronavirus était fabriqué en laboratoire, plus d'1 sur 4 selon une enquête de la Fondation Jean Jaurès et de Conspiracy Watch avec l'IFOP. Et bien dans Le Monde, on a cet article fouillé sur cette enquête. Comment le coronavirus est devenu un terrain fertile pour les théories du complot, une infodémie à la rhétorique conspirationniste et aux relances souvent antisémites sur laquelle a commencé à se pencher l'Institut de sondage IFOP dans son étude annuelle sur le complotisme pour la Fondation Jean Jaurès et l'Observatoire du conspirationnisme. Plus d'1 sondé sur 4 pense que le virus a été fabriqué intentionnellement ou accidentellement en laboratoire. Les plus jeunes et les classes sociales les plus modestes sont les plus susceptibles d'y adhérer. Les électeurs lepénistes, écrit Le Quotidien, sont 38% à penser que le coronavirus a été intentionnellement fabriqué dans un laboratoire, soit plus du double de la moyenne. Jérôme Fourquet et Rudi Reichstadt ajoutent une explication. Le recours à des métaphores médicales ou biologisantes fait partie du répertoire traditionnel de la droite nationaliste depuis Drummond et Maurras, en passant par Vichy. Donc là, on est servi au niveau des références sur cette question. Oui, alors on est servi par les références idéologiques qui vont bien. On oublie quand même de nous préciser que la Fondation Jean Jaurès, Conspiration Watch, tout ça, c'est pas neutre du tout. Ce sont des officines politiquement correctes, des officines d'extrême gauche qui visent en fait à diaboliser, là, au fond, les électeurs du Front National qui sont peut-être un peu plus en roue libre que les autres, qui sont plus conformistes et qui se posent des questions. Parce que c'est vrai que sur cette affaire de coronavirus, on a vu pas mal d'hypothèses fleurir sur une origine animale du côté du pangolin, puis sur une origine animale du côté de la chauve-souris, sur une origine, la mutation naturelle d'un virus, puisque les virus, ça mute, et puis aussi sur le fait, qui est quand même assez troublant, qu'est l'existence d'un laboratoire de recherche biologique de haute sécurité à Wuhan, laboratoire qui a été inauguré par le Premier ministre français de l'époque d'ailleurs, donc c'est pas tout à fait, ça existe, hein. Et donc un laboratoire de haute sécurité, et quand vous regardez les règles d'un laboratoire de haute sécurité, puisqu'il y en a un équivalent à Lyon, un laboratoire P4, c'est extrêmement lourd en matière de sécurité. Alors si c'est extrêmement lourd en matière de sécurité, on peut penser que la sécurité est assurée. On peut aussi penser que c'est parce que c'est extrêmement dangereux. Et c'est vrai que tous les États, depuis très longtemps, ont normalement des mesures de protection contre le risque nucléaire, bactériologique ou chimique, NBC. Et là, on peut parfaitement penser que l'hypothèse d'un risque bactériologique issu d'un laboratoire n'est pas complètement à écarter. Elle est d'ailleurs reprise par un certain nombre d'Américains, dont Tucker Carlson. Alors on va me dire c'est sur Fox News. Ben oui, mais c'est aussi un média alternatif qui peut dire des choses justes, parfois des choses fausses peut-être, mais c'est une expression. En tout cas, moi franchement je ne sais pas quelle est l'origine du virus, mais personne ne le sait aujourd'hui. Personne ne le sait, donc il n'y a pas de raison particulière de dire il est plutôt interdit de penser cela que cela, puisqu'on ne sait pas. Donc le doute doit être permis et non pas interdit. Voilà. Mais là, ça c'est du mauvais complotisme parce que c'est pratiqué assez fortement par les Français et en pire par les électeurs de Marine Le Pen. Donc ça c'est du mauvais complotisme.
Oui, alors effectivement, même si c'est une hypothèse qui n'est pas forcément probable, eh bien c'est en tout cas une hypothèse qui est possible, qui est envisageable, et donc l'écarter comme ça, c'est assez lunaire. Mais en tout cas, ça c'est le mauvais complotisme, effectivement. On a le droit de douter du nombre de morts chinois, pas de douter de l'origine animale du virus. C'est un petit peu la leçon, le bon et le mauvais complotisme, voilà, c'est assez facile. Le bon complotisme, c'est celui qui est autorisé par les médias, tout simplement. Ça va être la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne YouTube de Jean-Yves Le Gallou. Et Jean-Yves, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.